je me suis dit qu'il fallait que je leur dise au revoir, que je charge Romane de dire au revoir à ma famille, à ma sœur, à ma nièce, à mon frère qui allait devenir papa, à mon père, ma belle-mère. Je devais leur dire au revoir à eux, à Romane, à lui dire à quel point je l'aime et à quel point j'ai eu de la chance de vivre ces 6 années avec lui déjà. Et je me souviens que je leur disais au revoir et qu'ils disaient non, non, ne nous dis pas au revoir, tu peux pas nous faire ça, ne meurs pas, ne meurs pas. Et là, un de mes amis a dit fais-le pour ta nièce, pour ta nièce. Et je pense qu'il l'a dit parce qu'il sait à quel point je l'aime. Elle était toute petite à l'époque, elle avait que 2 ans. Je sais pas le lien que j'ai développé avec elle quand je l'ai rencontrée, mais elle a tout changé dans notre vie. Et du coup, ça a été une motivation. Et je me souviens compter 1, 2, 3 et dire son prénom, 1, 2, 3 et dire son prénom, histoire de rester éveillé. Puis je me souviens me dire, tu le fais pour eux, mais tu sais que tu vas mourir de toute façon. Et on m'a déplacé une autre fois encore. Et là, pour arriver dans un restaurant grec, c'est là où j'ai vraiment commencé à avoir très froid. Et j'étais seule avec Marco, Nathan, Roman et le pauvre chef du restaurant qui devait pas comprendre ce qui se passait. Et là, par contre, les garçons commencent à faire plein d'allers-retours pour dire aux pompiers, il faut qu'elle parte, il faut qu'elle parte, il faut qu'on la déplace, elle va mourir. Et là, il y avait la télé allumée et je me souviens qu'il y avait BFM qui parlait en direct de ce qui se passait. Et que du coup, j'ai demandé à Roman, j'ai demandé aux gens d'éteindre la télé. Que je voulais pas entendre en direct ma mort. Et Roman a oublié ce qu'étaient les télécommandes et du coup, il a explosé la télé de son bras, puis une vitre. Et j'ai vu à quel point il était en colère et désespéré. Et je me suis dit, je peux pas mourir devant ses yeux. Je peux pas mourir devant lui, je peux pas mourir devant lui. Et là, enfin, je rentre dans un camion. On arrive dans le camion. Mon brancard était pas accroché, je pense. Et là, au premier virage, mon brancard, du coup, bouge. Et une douleur horrible, horrible. C'est des douleurs qui te donnent envie de lâcher, en fait. Tu te dis, mais pourquoi tu continues à avoir aussi mal? Dors. Je perdais de plus en plus connaissance. Je me souviens d'être dans le camion et avoir presque les oreilles qui sifflent, des acouphènes, et d'être presque choqué de ne plus entendre des cris, plus entendre du chaos autour de moi. Je me suis retrouvé seul avec mes amis, mais seul avec mon cas. Puis, je me souviens avoir entendu des portes battantes et j'ai lâché. Je sais pas si je me disais que ça y est, j'étais en sécurité et que je pouvais lâcher. Je crois que j'ai plus lâché parce que j'en pouvais plus. J'aurais aimé rester éveillé un peu plus longtemps puisque du coup j'ai raté, j'ai pas pu voir que Yann, le grand frère d'Ida, mon grand frère, le docteur Loncard, faisait partie de l'équipe qui m'a opéré et qui opéra toute cette nuit, sachant que sa sœur était avec moi. Et c'est un petit exemple pour vous montrer à quel point c'était quelqu'un d'incroyable. C'est quelqu'un d'incroyable. Là, je fais mon réveil. Je me réveille et il y a des fils partout. Je suis toute groggy. J'arrive pas à bouger. Même les bras, bizarrement. Peu après, je vois ma sœur qui arrive.
Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es morte? Qu'est-ce que tu fais là? Vraiment. On me demandait presque à voix haute, sauf que j'étais entubée. Du coup, je ne pouvais pas parler. Et je me sens la joie sur son visage, les larmes qu'elle avait. J'ai pleuré directement, parce que si ma soeur pleure, je pleure. Et j'ai compris que j'étais en vie lorsque mon père, ma belle-mère, mon frère sont arrivés. Et là, c'était l'euphorie. T'es en vie, il y a ta famille, tout le monde te dit qu'on t'aime, que tout le monde est heureux que tu sois en vie. J'attendais Roman, bien sûr. Je le dirai pas à ma famille, mais c'est la première personne que j'attendais. C'était lui. Et au fur et à mesure des câlins, je me rendais compte que je pouvais pas me relever, que je pouvais pas les enlacer. C'était seulement eux qui m'enlaçaient. Et surtout que mes jambes ne bougeaient plus. Elles avaient doublé de volume et elles bougeaient plus. J'ai rien demandé tout de suite. Et je crois que ce sera le fil conducteur de ma rééducation et de ma période à l'hôpital. C'était ne pas accabler ma famille et chercher par ensuite les réponses seul. Là, le docteur Loncard, donc Yann, est venu me voir. Je me souviens qu'il a fait une blague, je sais plus trop, mais un peu dans le style t'arrêteras jamais de nous faire chier, toi. Et j'ai voulu rire et j'ai eu très mal. On m'avait toujours pas expliqué qu'il y avait eu des attentats. Je savais pas qu'on a été visé par un attentat, qu'il y en avait eu d'autres. Et j'avais fait 13 jours de coma. Et je sais pas, j'avais vraiment l'urgence de je vais remourir, mais pas forcément en me faisant tirer dessus, c'était plus je vais mourir parce que t'es trop faible en fait, tu vas mourir. Dans ma famille, on est très pudique. Et du coup, c'était presque étrange pour moi d'entendre à ce point ma famille, mon père, tout le monde dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime constamment. Je crois que ma sœur, elle avait plus d'autres mots à la bouche. C'était je t'aime, quoi. C'était pas trop la conversation. Mais je leur demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et ils me répondaient pas. Et j'étais tellement endormie par les médocs que de toute façon, mes périodes d'éveil étaient pas très longues. Puis Yann, docteur Loncard, à ces moments-là, c'était tellement compliqué, tellement douloureux, mais que simplement me brosser les dents, c'était un moment de plaisir. Donc je me souviens qu'il venait et qu'il me brossait les dents. Et après l'avoir fait, il m'a dit, écoute, je vais t'expliquer. Et il m'a expliqué ce qui s'était passé, qu'il y avait eu plusieurs attentats, le nombre de morts, puisque je n'avais pas la télé dans ma chambre. Du coup, j'avais pas pu regarder par moi-même, j'avais pas d'ordinateur, pas de portable, rien. Et ça a été tellement un choc que je me souviens de ne pas avoir demandé tout de suite si Ida était morte, du coup, et ne pas avoir pensé au garçon. J'y croyais pas. Mais j'étais obligé d'y croire. J'avais le corps criblé de balles, mais j'y croyais pas. Je me suis dit non. Non. Et je niais devant lui, je niais, et il me disait si. Et j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré.